Bienvenue dans une FAQ hyper chill, hyper détente. En fait je me suis rendu compte que ça faisait un moment que j'avais pas fait de FAQ et dans des temps comme ceux qu'on est en train de vivre, on aurait peut-être besoin d'un peu de connexion, de contact. Donc je me suis dit quoi de mieux que de répondre à tes questions, que de répondre aux questions que tu m'as posées sur Instagram. Comme ça on crée du lien, on crée un effet de question-réponse. J'ai donné un coup dans ma magnifique boucle d'oreille. J'ai ressenti un espèce de besoin de c'est le meilleur moment pour faire une FAQ. Donc allons-y, on est parti. Je vais pas faire de préambule ou de préface, là maintenant on va juste rentrer dedans à fond. Je ne dis pas les pseudos Instagram au cas où les personnes voudraient rester anonymes, hein. Je dis juste les questions. Où aimerais-tu t'installer une fois l'aventure Poitiers terminée? Donc je vis à Poitiers pour si t'es pas au courant. Et en fait j'ai vécu quasiment toute ma vie à Poitiers, à part les quelques mois d'Erasmus à Londres et les 2 ans de vie à Paris. J'ai sinon vécu quasiment toute ma vie à Poitiers. Et en fait j'adore cette ville, je la trouve parfaite, aucune autre ville n'arrive à sa cheville en fait. Il y a tout ce dont j'ai besoin, je peux tout faire en marchant, j'ai une vie culturelle bien plus riche que quand j'habitais à Paris parce que tout est beaucoup plus accessible, moins cher, et en plus de ça j'y ai énormément d'amis. Donc et au-delà de ça l'attachement profond à cette ville parce qu'il y a toute mon histoire dedans. Bref, donc tout ça pour dire que dans l'idéal, je ne veux pas que l'aventure Poitiers se termine, j'ai envie que ça continue. Et idéalement, où j'aimerais m'installer, ce serait dans la campagne autour de Poitiers, donc suffisamment proche de la ville pour pouvoir y aller à vélo par exemple. Mais mon objectif à moyen terme, c'est quand même de vivre dans une maison avec un jardin cultivable, un terrain en fait. Pourquoi pas dans un éco-hameau, enfin voilà, c'est ce genre de projet là que j'ai en tête pour mon futur. Donc ça c'est compliqué dans le centre-ville de Poitiers quoi. Comment se passe ton confinement? Eh bien écoute, mon confinement se passe quand même très bien, hein, qu'on se le dise. J'ai déjà dit dans une vidéo de la semaine dernière, mais je fais partie des personnes les plus chanceuses, hein. Je n'ai qu'à rester chez moi, c'est mon seul travail, c'est de rester chez moi. Évidemment ça soulève beaucoup d'angoisse, mais je pense qu'ils sont nécessaires. En fait je le prends comme un espèce de cadeau de la vie pour me recentrer et pour me reconnecter à ma vie spirituelle, on va dire ça comme ça. Et au-delà de ça, le fait de vivre à 3, c'est quand même vachement bien. J'ai quand même beaucoup de chance de pas être toute seule. On mange super bien parce que je vis donc avec Léo mon copain et Julia qui est une de nos meilleures amies. Et il se trouve que Julia cuisine divinement bien, hein. Je lui laisse le salé, elle fait quasiment tous les plats et moi je fais des gâteaux par-ci par-là. Donc clairement on mange très bien. Et ça m'a donné la motivation de reprendre le sport. J'allais à la salle de sport mais j'ai enchaîné plein de problèmes différents de santé et de conjoncture qui ont fait que j'ai pas pu aller à la salle pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et du coup là être à la maison ça m'oblige à reprendre le sport et c'est quand même vachement bien, hein, qu'on se le dise. En fait même les angoisses sont positives, c'est ça ce que je veux dire, c'est que ça m'oblige à me mettre face aux douleurs de mon ego qui a peur de perdre certaines choses, qui a peur de perdre certaines libertés, etc. Alors ça c'est une tellement bonne question. Est-ce que tu te lasses de YouTube? Genre est-ce que tu te dis il faut que je tourne une vidéo absolument? C'est une trop bonne question parce que justement j'y pense depuis un moment là, mais je ne me lasse pas de YouTube, hein. C'est vraiment un plaisir. Mais en fait ça fait 3 ans et demi que je fais ça. 3 ans et demi que je sors une vidéo par semaine, j'ai loupé 2 mardis, j'ai fait plein de vidéos bonus, donc en gros j'ai peut-être 220-230 vidéos à moi qui sont déjà sur YouTube, c'est quand même un truc de fou, hein, qu'on se le dise. Donc en fait je me suis rendu compte qu'en 3 ans et demi, c'est la seule activité que je n'ai pas remis en question dans ma vie. Je remets tout le temps tout en question, je prends du recul sur énormément de choses. Et j'ai jamais pris de recul, enfin en 3 ans et demi j'ai pas pris de recul sur YouTube. Je sais pas ce que serait ma vie sans YouTube là maintenant, je sais même pas si ça me manquerait ou si au contraire j'en serais libérée, même si c'est un plaisir tu vois. Parce que c'est un plaisir mais c'est quand même une contrainte, je passe beaucoup de temps à envoyer des mails pour des partenariats, beaucoup sans réponse, donc c'est quand même un travail frustrant sans beaucoup de résultats. Je fais des vidéos toutes les semaines, c'est toujours dans un coin de ma tête, je pense toujours à des vidéos. J'ai pas le truc de ma vie sans YouTube serait comme ça, j'ai pas de point de comparaison.
Donc c'est ce qu'il fait. On va voir comment avancent les choses hein, parce que avec le truc dont on ne doit pas prononcer le nom parce que sinon on se fait démonétiser à cause de ça, et il se trouve que tout change. Mais dans mon plan de vie, j'avais pour objectif de peut-être faire une pause de YouTube en juin, mais une vraie pause, pas faire des vidéos en avance et les poster, non, faire une vraie pause, genre je suis plus sur YouTube pendant tout le mois de juin pour me concentrer sur mes examens de médecine traditionnelle chinoise qui sont les derniers que je passerai. Ça c'était dans l'idéal. Après dans la vraie vie là je sais pas ce qui va se passer, mais en gros voilà, je vais sans doute faire une pause de YouTube simplement pour me forcer à remettre en question quelque chose que je n'ai pas remis en question, sachant que c'est un peu comme ça que je fonctionne et que je sens que c'est nécessaire quoi, que j'ai besoin de savoir ce que c'est que ma vie sans YouTube. Je me demandais si tu étais heureuse. Alors ça, je pense que c'est la question la plus difficile. C'est une grande frustration pour moi parce que malgré le fait que tout aille bien, objectivement parlant, le bonheur est toujours quelque chose de loin de moi. Dans le sens où évidemment je ressens de la joie, comme toutes les autres émotions, je ressens beaucoup de joie, comme je ressens aussi de la tristesse, de la colère. Je suis quelqu'un d'assez joyeux, optimiste, positif. Mais malgré tout, l'idée d'être heureuse, ça veut dire être connectée au moment présent et être habitée par une joie constante, une sérénité constante. En fait c'est ça pour moi le bonheur, c'est la sérénité, c'est le calme. Et ça, je peux te dire que j'en suis très loin. Parce que bon voilà, si on prend juste les circonstances autour de ma vie, oui bien sûr je suis heureuse, si on regarde de l'extérieur. Mais en moi profondément je ressens que il me manque un calme, il me manque une sérénité pour être vraiment heureuse et avoir cette joie constante, pas ce contentement en fait, pas cette joie épisodique qui est une émotion qui passe et c'est normal qu'elle passe, mais ce contentement profond parce que tu t'es connecté au moment présent et tu y es resté. Voilà. Ça j'y suis pas encore du tout, mais c'est justement ce que je disais juste avant, c'est justement ce que le confinement permet en fait. C'est d'obliger à revenir au moment présent parce que si on pense au futur, y a de quoi péter un plomb en fait. Et le moment présent est tout ce qui nous reste là maintenant. Et c'est urgent en fait qu'on s'y reconnecte pour pas péter les plombs. Voilà. C'était hyper sérieux comme réponse à es-tu heureuse, mais c'est que c'est vraiment pour moi c'est une question difficile et depuis des années j'ai tellement de mal à y répondre si tu savais. Pouf. Quelle est ta méthode en cas de grosse crise d'angoisse afin de la gérer sans médicaments? J'ai des grosses crises d'angoisse, elles sont rares, donc elles ne m'épuisent pas sur le long terme. Genre là, ça faisait des années que j'en avais pas eu. Et pendant le confinement, là j'en ai eu 2 en 3 jours. Je touche du bois pour que ce soit fini. Mais disons que mon corps n'a jamais été suffisamment épuisé pour que je ressente le besoin de prendre des médicaments. Et en fait, je sais pas comment dire, c'est même pas possible pour moi d'imaginer de prendre des médicaments parce que pour moi une crise d'angoisse, ça se passe comme ça. Je vais crever, mon dieu je vais crever. C'est vraiment ça ce que je ressens puisque ça monte d'un coup sorti de nulle part. J'ai de la tachycardie, les sueurs, sensation de m'évanouir, voilà, genre j'ai tout ça et je me dis je ne peux que être en train de mourir, c'est tout. Et en fait à partir du moment où je réalise que c'est une crise d'angoisse, je redescends. C'est très lent, ça met 2-3 heures, mais je redescends. Et donc en fait, quand je réalise que c'est une crise d'angoisse, j'ai pas besoin de prendre des médicaments parce que ma première préoccupation c'est je vais crever. Et donc si je réalise c'est une crise d'angoisse, en fait je ne suis pas du tout en train de mourir, bah j'ai pas besoin de médicaments. On est d'accord, enfin j'ai pas besoin d'anxiolytiques, j'ai pas besoin de calmants, j'ai pas besoin de tout ça parce que la conscience que je suis pas en train de mourir suffit déjà à me calmer. Et après il reste les tremblements, il reste le ventre hyper serré, les douleurs partout, il reste la fatigue. Mais ça, en fait, la seule chose que je peux dire c'est du temps. Réagir, en fait dans ces moments-là je me connecte profondément à mon instinct et à mes intuitions. Donc si j'ai besoin de me dessaper, c'est ce que je fais. Si j'ai besoin, là la dernière fois j'avais exactement tous ces bijoux et j'avais un gilet très serré. Et en fait la première chose que j'ai fait quand j'ai capté que j'étais en train de faire une crise d'angoisse, c'est que je suis allée demander de l'aide à Julia qui était là parce que toute seule j'aurais pété un plomb. J'ai demandé à ce qu'elle reste avec moi, j'ai enlevé tous mes bijoux, je lui ai demandé de l'aide pour enlever mes bijoux, j'ai enlevé mon gilet, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris de l'eau, je me suis aérée et après je suis allée marcher,
Des fois je voulais un câlin de Léo, des fois je lui disais de se pousser, enfin voilà, c'était vraiment un truc de dans l'instant de quoi j'ai besoin et ça pouvait changer du tout au tout et c'était vraiment un travail d'acceptation de l'état en fait. Que penses-tu de l'astrologie? De quel signe es-tu? Alors je suis, attention pour les personnes qui connaissent l'astrologie, c'est quelque chose, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Je te mets ma carte du ciel juste ici. J'ai une carte du ciel assez particulière. Je crois que j'ai 8-9 planètes, astéroïdes, etc. en Sagittaire. Ce qui est un truc de ouf, mais en fait j'ai aucune connaissance en astrologie, enfin j'ai très peu de connaissances en astrologie, je suis des personnes qui sont intéressées par l'astrologie et donc grâce à ça je me documente un petit peu, mais je ne suis pas des astrologues particulièrement, j'ai jamais fait de consultation en astrologie, etc. Ce que je pense c'est que l'astrologie est un moyen génial de comprendre qui tu es et d'arrêter de te blâmer pour tes défauts, parce que un signe ça a la richesse d'avoir beaucoup de côtés positifs et beaucoup de côtés négatifs, et donc si tu acceptes ton signe comme il est, tu tendras naturellement vers le positif, mais tu accepteras aussi les côtés négatifs comme étant un truc un peu fataliste dans le sens je suis comme ça et en étant comme ça je fais de mon mieux, mais pas en refusant. Par exemple moi le Sagittaire c'est quelqu'un qui doute énormément, plutôt que de dire oh ça suffit de douter, allez on fonce, on y va et tout, et ben je préfère me dire ok le doute fait partie de moi, comment l'exploiter au mieux, comment faire en sorte que le doute soit une arme et non une faiblesse, et quand ça fait que c'est une faiblesse pour moi, et ben forcément je l'accepte beaucoup plus en me disant ça fait partie de moi, c'est écrit dans les astres en fait. Et ça pour moi c'est un facteur très rassurant. Si j'avais la thune, je peux te dire que je me ferais une séance avec une astrologue très connue, Debra Silverman, qui est une astrologue américaine. J'aimerais tellement me faire une consultation avec elle, ce serait trop bien, mais bon j'ai pas la thune pour ça moi. Des idées pour ne pas laisser la routine s'installer en couple. Quand je me suis installée avec Léo, donc ça va faire 2 ans et demi, c'est ce qui me faisait hyper peur. La routine me faisait tellement peur, mais au point d'angoisser en fait. Ce qui m'a aidée, c'est pas de ne pas laisser la routine s'installer, c'est d'accepter la routine comme un cadeau en fait. Parce que la routine ça veut dire la stabilité, la routine ça veut dire la sécurité. Et ça a quand même des aspects hyper positifs. Donc je te dis ça, et à côté j'aime beaucoup brasser les trucs. J'aime pas quand les choses restent comme ça, notamment quand il y a un mini conflit latent, c'est hors de question que ça reste pendant des jours et des jours. Genre moi il faut que ça sorte tout de suite. Donc déjà de base avec mon caractère il n'y a pas vraiment de routine parce que j'ai souvent besoin de mettre des choses au point, on va dire ça comme ça. Mais au-delà de ça, j'ai accepté le quotidien, j'ai accepté que les choses se répètent et j'ai trouvé en fait la beauté de cette répétition. Et ça m'a beaucoup soulagée dans cette peur de la routine. La routine pour moi ne veut pas dire immobilisme. Si tu sens que ton couple est sclérosé, ton couple est immobile, là oui il faut remettre du mouvement. Mais pour moi c'est pas forcément lié à la routine. Donc comment remettre du mouvement? Avoir des discussions importantes, des discussions que tu veux avoir, qu'elles soient positives, négatives, on s'en fout, mais en dehors du foyer. Aller marcher, aller au resto, aller boire un verre, pour avoir ce genre de discussion là. On va avoir des vraies discussions sans polluer l'espace, parce que du coup à l'extérieur ça permet de faire sortir réellement plus de choses. Voilà, si c'est une discussion que tu sais que ça va être difficile, plutôt une promenade pour pas être face à face au restaurant avec des gens autour. Et un autre conseil que je te donnerais qui me vient comme ça, c'est de faire des choses qui font plaisir à l'autre. Un petit déjeuner au lit, un film que la personne a hyper envie de voir et toi tu t'en fous un petit peu. Faire des choses pour l'autre de façon complètement désintéressée. Dans le sens où, genre c'est pas parce que je prépare un petit déjeuner au lit à Léo que je veux qu'en échange il me fasse la même chose le lendemain. Non, c'est vraiment l'idée d'offrir de façon complètement désintéressée quelque chose sans rien attendre en retour. Dans le cadre d'une relation équilibrée avec un mec qui n'est pas un connard, je parle du point de vue d'une femme hétérosexuelle, hein, donc forcément si ton mec est un connard, ce qui est quand même le cas généralement parce que les mecs... Mais quand tu es tombé sur le mec sur 20 000 comme moi,
qui est potable, et bah forcément ça implique une relation beaucoup plus équilibrée, et dans ces moments là forcément tu peux faire des actes d'amour désintéressés parce que tu es aimé entièrement et tu le sais. Cette vidéo va être tellement longue, j'oublie à chaque fois que les FAQ je parle de ouf. As-tu un souvenir qui te rend profondément heureuse en y repensant à nous partager? Je sais pas comment te dire, c'est peut-être pas le souvenir le plus heureux de ma vie, mais c'est un souvenir incroyable qui a été gravé dans ma mémoire d'une façon aucun autre événement n'a été gravé comme ça. C'est très étonnant. Alors, petit contexte, j'étais en vacances. Il se trouve que quand ma grand-mère est morte, on savait quelque chose d'elle, c'était qu'elle cachait énormément d'argent dans sa maison. Donc on a vidé la maison parce qu'il fallait la vendre, elle amassait énormément de choses et on a trouvé beaucoup d'argent en liquide. Donc ma famille s'est retrouvée avec une somme très conséquente d'argent, je te l'ai dit parce que je vois pas ce que ça va changer, cet argent n'est pas là. Ma mère s'est retrouvée avec 4000 €. Et avec ces 4000 € en liquide, elle nous a offert une semaine dans un Parador, qui est donc un hôtel de luxe 4 étoiles en Espagne, qui était au bord de la mer, au bord de la Méditerranée. Et l'avant-dernier jour, avec ma mère, on s'est dit qu'on allait voir le lever du soleil, qu'on allait se lever à 6 h du matin pour aller voir le soleil se lever de la Méditerranée. C'était incroyable, c'est à dire que il faisait toujours hyper chaud et là on avait frais, on était en maillot de bain avec un petit paréo à 6 h du matin, on avait un peu froid et le sable était froid de la nuit et c'était incroyable la sensation du sable froid. Et le soleil s'est levé et il y a eu vraiment un rayon de lumière orange pile sur nous, vraiment sur nous dans l'eau. Et moi je me suis dit je vais aller nager et je pensais que l'eau allait être froide. J'enlève mon short, je me mets en maillot de bain et je rentre dans ce faisceau de lumière et en fait l'eau était chaude. C'est-à-dire que l'eau était plus chaude que le sable. Le sable était froid et quand j'entrais dans l'eau, l'eau était chaude mais vraiment elle était à la température de mon corps, c'était incroyable. Donc je rentre dans la mer avec ce lever du soleil orange magnifique dans ce faisceau. L'eau était transparente, je voyais mes pieds, je voyais tout, il n'y avait que nous, il n'y avait que ma mère et moi. Et là je vois, et c'est ça ce qui fait que je comprends pas pourquoi, mais je m'en souviens parfaitement, je vois un poisson bleu et jaune et transparent nager autour de moi. C'est ça le souvenir le plus heureux que j'ai. Et pourtant, genre je suis allée à Hawaï et il y a des choses sublimes qui me sont arrivées dans une eau chaude aussi à Hawaï. Mais ce souvenir là, je sais pas pourquoi, c'était une pure extase en fait. J'ai une personne qui m'a demandé si j'arrivais à vivre seule à l'appart sans mon chéri. Alors, il est là. Il est là. Et donc une autre personne qui m'a demandé comment se passe la vie à 3. Donc j'ai déjà répondu, je reprécise juste au cas où t'as loupé ça. Effectivement Léo faisait ses études de septembre à mars, à fin février, dans d'autres villes que Poitiers. Mais depuis la première semaine de mars, Léo est revenu vivre chez nous, c'est notre appartement. Donc depuis le mois de mars, je vis avec lui, avec Léo qui travaille en télétravail juste derrière, peut-être qu'il m'entend d'ailleurs, et Julia qui est dans cette dans la pièce juste ici, à qui j'ai demandé de mettre un casque pour ne pas m'entendre. Donc oui, la vie se passe très bien à 3. On a des toutes petites frictions, mais on est quand même 3 personnes avec un caractère plutôt bon. On est 3 personnes qui n'apprécient pas particulièrement le conflit, qui aiment, enfin voilà, on a du respect les uns pour les autres, donc franchement la vie se passe très bien et on a 3 pièces. Donc quand Léo est dans notre chambre en train de travailler et Julia est dans sa chambre qui est aussi notre bureau, Léo et moi je me mets dans le salon ici où je suis en train de filmer. Enfin bref, on s'en sort très bien, on a de la chance d'avoir 3 pièces même si on a que 60 mètres carrés pour 3, ce qui est pas énorme. On a des belles fenêtres lumineuses, on a des rebords de fenêtres sur lesquels on peut s'asseoir si on met un petit coussin, et on a une minuscule cour avec 2-3 arbres et un peu d'herbe, donc franchement on s'en sort quand même très bien dans la vie à 3 là actuellement. Même si j'adorais la vie à 2 et que vivre que à 2 ça a énormément d'avantages, vivre à 3 c'est aussi très bien parce que ça crée un équilibre différent et j'aime beaucoup aussi quoi. Il y a eu plein de questions sur la médecine chinoise, donc tu conseilles quoi comme livre ou formation très basique? Comptes-tu ouvrir ton cabinet de médecine chinoise? Est-ce que tu peux nous présenter la médecine traditionnelle chinoise s'il te plaît ainsi que ton cursus? Toutes ces questions là j'y ai déjà répondu dans ma FAQ médecine chinoise que j'ai fait il y a
1 mois et demi, donc je te la mets en barre d'infos ou dans le petit i si tu veux aller la voir. Elle a beaucoup plu, je m'attendais à ce que tout le monde s'en foute, mais elle a beaucoup plu, donc n'hésite pas à aller la regarder et je réponds vraiment à toutes ces questions. Quelle place a eu la médecine chinoise dans la lutte contre le truc dont on ne doit pas prononcer le nom sinon on se fait démonétiser en Chine? Alors je t'avoue que moi j'essaye de lire le moins possible sur le sujet. Forcément étant dans des groupes Facebook de médecine chinoise etc, j'ai vu passer énormément de choses. J'ai vu passer notamment, je me suis dit que si j'avais un proche qui était contaminé, je le ferais. J'ai une formule de points d'acupuncture qui est utilisée à l'hôpital de Pékin je crois. Et donc je l'ai en tête, je sais où elle est sur Facebook et si je suis amenée à la faire pour soulager des personnes, je le ferai. Tout ce que je sais des articles que j'ai vus et que j'ai lus, c'est que ça a une place très importante, que c'est un peu du 50-50 et que ça a des résultats très importants, enfin notables sur les patients malades. Parce que l'acupuncture traite en fait ce genre de choses. Un virus comme ça c'est une attaque externe et donc cette maladie là dont on ne doit pas prononcer le nom a des symptômes de chaleur, de vent chaleur toxique. Donc c'est pas compliqué à traiter en soi et c'est très efficace. Pourrais-tu faire 12 vidéos What I Eat in a Day par jour? Alors c'est vrai qu'elles sont très cool et je t'avoue, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi il y a un tel engouement sur mes journées dans mon assiette. J'en suis ravie, mais c'est qu'en fait j'ai pas l'impression de montrer des trucs de ouf. Pour une journée dans mon assiette je fais vraiment pas, je réfléchis pas à ah tiens je vais faire ça pour une journée dans mon assiette. Je fais vraiment au feeling en fonction de ce qu'il y a dans le frigo, je prépare jamais rien en avance. Enfin vraiment je sais pas pourquoi ça plaît autant. Mais bon moi tant mieux, j'adore les filmer, j'adore manger, j'adore parler de nourriture. Enfin en soi moi il n'y a aucun souci et je suis ravie que ça plaise, mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça marchait si bien, pourquoi c'était mes vidéos les plus vues. Voilà, donc si t'as des explications, je les veux bien en commentaire. Et la même personne me demande comment décrirais-tu ton rapport à la nourriture? Pas réglé du tout. Mon rapport à la nourriture est très émotionnel. À cela s'ajoute que j'ai quand même beaucoup de problèmes digestifs. Et je sais pas comment dire, j'adore manger, mais il y a aussi ce truc où je sens que c'est pas équilibré, que je mange pas du tout que quand j'ai faim et que j'ai beaucoup de sentiments de fausse faim. Là ça commence à aller mieux, mais ces derniers mois j'ai grossi sans forcément changer mon apport calorique. Donc j'ai pas très bien compris non plus pourquoi. Je grignote beaucoup quand je m'ennuie et donc ça veut bien dire que l'ennui est un problème pour moi et enfin voilà, il y a une relation encore qui est pas du tout réglée. Je compte pour ça suivre la chaîne d'Esther. Donc t'as sa chaîne principale et t'as sa chaîne d'Esther coach en perte de poids. Alors moi perdre du poids c'est pas l'objet principal de ce qui m'intéresse, c'est surtout me défaire de cette relation émotionnelle à la nourriture et construire une relation plus saine. Voilà. Mais c'est un projet, j'y travaille, voilà, le confinement aussi m'aide à me mettre face à ça et à le travailler. Mais bon, c'est en cours quoi. Arrives-tu à travailler pendant cette période anxiogène? Oui bien sûr, oui, j'arrive à travailler parce que j'ai toujours travaillé depuis chez moi. Après, je ressens plus de fatigue que d'habitude puisque forcément le stress ambiant fait que on est sollicité physiquement, on est fatigué. Et puis d'habitude quand je travaille seule à la maison, je suis pas avec deux zigotos, hein, donc j'ai mon propre emploi du temps et j'ai mon propre voilà, j'ai mon propre rythme de vie. Là je m'adapte avec deux autres personnes, donc je pense que je travaille moins mais j'arrive à rester très productive et j'ai jamais travaillé énormément. Enfin ces derniers mois je travaille pas 35 heures quoi, à part quand j'ai lancé ma boutique où là j'ai bossé de ouf. Sinon je travaille pas des heures et des heures et des heures, hein. Là je tourne autour de 4 heures par jour de travail, parfois 5, mais c'est pas beaucoup plus, hein, et moi ça me va très bien. Je voudrais juste arrêter de culpabiliser de pas travailler 35 heures, ce serait très bien. L'événement de ta vie qui t'a le plus marqué? Alors pour moi c'est assez clair, hein, c'est un moment très précis dans ma vie. Mais je peux pas tout dire parce que ça implique des personnes que je veux pas exposer particulièrement. Mais en gros en 5e, en l'espace de quelques mois, mes parents se sont séparés, mon grand-père est mort et j'étais amoureuse d'un garçon, mais vraiment pendant 2 ans j'ai été vraiment très amoureuse. J'étais amoureuse d'un garçon qui m'aimait pas en retour. Voilà, donc ça a été une année de grande souffrance.
mais aussi très belle, hein. J'ai beaucoup de très beaux souvenirs de cette année-là. Et ça a résulté en... J'en ai jamais parlé sur cette chaîne parce que c'est pas un trouble du comportement alimentaire et c'est un moment très particulier de ma vie, mais ça a résulté en une semaine de moi me dormant à 12 ans, dormant 2 heures par nuit et me faisant vomir entre 2 et 3 fois par nuit parce que j'avais des acides qui me brûlaient l'estomac et que à 12 ans, en parlant à personne, j'avais trouvé que cette solution là pour me soulager de mes douleurs, qui était de me faire vomir moi-même en mettant des doigts dans ma bouche et en vomissant de l'acide. Et pendant cette semaine je me souviens encore de ce que j'ai mangé, tellement j'ai peu mangé, et littéralement ça tient sur cette main. Hein, j'ai mangé 5 trucs pendant cette semaine là. C'était voilà, l'événement le plus marquant de ma vie parce que ça m'a fait basculer vers une conscience de la souffrance, une conscience de la mort, une conscience de la douleur, et je pense que ça a beaucoup d'autres choses que je peux pas dire, mais ça m'a fait me construire, ou en tout cas révéler un sentiment d'abandon extrêmement profond. Voilà, donc là je balance des trucs de ouf sans trigger warning, sans rien, je suis désolée, ça sort comme ça. Mais oui, c'est l'événement le plus marquant de ma vie, ça a été ces quelques mois qui se sont soldés par cette semaine-là où en une semaine à 12 ans j'ai perdu 8 kilos parce que je mangeais pas et je vomissais, je dormais pas et personne ne captait rien parce que j'étais même pas avec mes parents. Voilà! Grosse ambiance, comme c'est une FAQ à la Lou, on fait les choses... On fait les choses de façon très sincère, sans filtre, sans rien. Oh mon dieu. Quelle vision as-tu de l'avenir? Oh putain, j'avais pas vu cette question. Alors, la vie à 3 implique aussi d'arrêter de filmer quand Juju a besoin d'aller aux toilettes. Alors attends, j'ai changé le cadre du coup. Là je t'avoue que j'ai pas envie de répondre à la question quelle vision j'ai de l'avenir parce que tout est à réinventer. Je préfère penser au jour le jour actuellement dans cette situation de confinement. Simplement, ma vision de l'avenir est une vision la plus résiliente possible, liée à l'autre, et la plus empathique, et la plus spirituelle, et la plus pleine d'amour possible. Voilà, on va faire quelque chose de très large, mais c'est un peu comme ça que je vois le futur. Sur mes compléments, c'est un message très gentil qui me dit merci de ta belle énergie, mais c'est... Merci à toi. Mais c'est donc sur la B12 et sur mes compléments, etc. Alors, je prends 2 compléments tout le temps, mais vraiment tout le temps. Je prends la Vegoine qui est tachée de café, mais moi je bois pas de café, hein, mais c'est une amie de ma mère qui a renversé du café dessus, je ne lui en veux pas. C'est donc de la Vegoine, ça a l'avantage d'être des compléments de B12 qui se croquent déjà parce que moi je peux rien avaler. Et ça a en plus de la D3, de la B2, de la B6. Tu captes mieux la vitamine B12 quand tu prends un complet de vitamine B en gros. Et donc il y a aussi de l'acide folique, du sélénium et de la iodine. Julie, tu peux passer. Tu peux dire coucou? Coucou. Je te disais donc, c'est un complément hyper complet. Et vu que, je sais pas si t'as vu ma vidéo sur le bilan sanguin, mais en gros j'ai une énorme carence depuis des années en vitamine D. Je sais pas vraiment pourquoi, mais voilà, j'ai une grosse carence en vitamine D. Je prends de la vitamine D3 qui est en petite gélule de Garden of Life. Gélule comme ça que j'ouvre puisque je peux pas les avaler et que je mélange dans du jus de fruits. Donc j'ai un petit peu de jus de pomme tous les matins avec. Et donc c'est des vitamines D3 que j'ai trouvé à Hawaï, donc quand j'y étais il y a 1 an et des poussières. Et parce qu'elles étaient en promo, elles étaient à 12 $ les 60. Et du coup j'ai tellement aimé les prendre, elles sont tellement pratiques, tellement puissantes, tellement d'excellente qualité que j'ai galéré, mais je les ai retrouvées sur internet et j'en ai commandé 3 autres pots. Donc je suis en train de commencer le premier de ces 3 pots. D'ailleurs, j'en suis peut-être à plus de la moitié. J'ai appris récemment, parce que j'en apprends tous les jours étant vegan, je suis très au fait de la nutrition. J'ai appris que pour bien capter la vitamine D, il fallait prendre en même temps de la vitamine K. Si tu sais quelque chose sur ça, je veux bien
ton retour en commentaire si tu connais quelque chose à ce sujet, parce que moi là je sais pas du tout. Et les deux trucs que je prends en ce moment, je prends, bon ça va pas te dire grand chose, c'est des compléments Activa, des laboratoires Activa pour les cheveux. C'est ma maman qui m'a offert ça parce que du coup cet hiver j'ai eu quand même un petit stress de tous ces petits cheveux et de la sensation de perdre des cheveux, etc. Donc là ça va mieux parce que je prends ça. C'est de très bons compléments alimentaires pour les cheveux. C'était 2 boîtes que ma mère m'a offert et je suis en train de les terminer. Après ça je les prendrai plus, donc il me reste là, il me reste une semaine encore à prendre et après j'arrête. Et en ce moment je prends aussi de la vitamine C pour le système immunitaire, pour voilà, j'applique ce que je t'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière. Je prends une grosse boîte d'acérola avec des comprimés à croquer. Aurais-tu des conseils pour être plus libérée sexuellement, mieux connaître son corps et lâcher prise? C'est un travail de tous les instants, hein. Malheureusement il n'y a pas de recette miracle où tu vas claquer des doigts et d'un coup c'est bon, tu vas être libérée, là là là. Moi-même qui ai une sexualité depuis 12 ans, je considère que je suis pas du tout encore dans un lâcher prise total. C'est très très long, notamment en tant que femme, quand tu as eu un espèce de schéma, un schème comme dirait Bourdieu, qui a été rabâché par toute la société pendant des années, qui fait que lâcher prise est très difficile. Ben forcément c'est compliqué derrière de tout déconstruire et de se libérer sexuellement. Déjà moi je voudrais te détendre sur l'injonction à la libération sexuelle. C'est pas obligé en fait. On n'est pas obligé d'être libéré sexuellement pour être une vraie femme, voilà déjà. Mais au-delà de ce truc de tu n'es pas obligé d'être libéré sexuellement pour mieux connaître son corps, ce qui je trouve est une chose importante, la meilleure chose à faire c'est de se masturber. Et oui, de se masturber pour mieux aussi connaître ses fantasmes, pour pas besoin de se masturber juste en étant dans ta tête, hein. Tu peux simplement regarder des pornos, regarder des gifs, lire des histoires érotiques, écouter des histoires érotiques. Tu peux avoir plein de stimulations différentes, mais je pense que la masturbation est un outil quand même excellent pour mieux se connaître. Déjà, la meilleure chose à faire c'est d'aimer ton corps. C'est-à-dire que de pas avoir un recul critique sur ton corps te disant ah dans cette position la personne doit voir tous ces trucs que j'aime pas chez moi, là là là. À partir du moment où tu acceptes ton corps et tu l'aimes et tu le considères beau et que l'autre personne te le dit, hein, parce que si l'autre personne te dit en face t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop ceci, t'es trop cela, déjà vire cette personne. T'as rien à faire avec une personne comme ça. On est toujours sur le postulat de base que la personne avec qui tu couches est quelqu'un qui te respecte et t'aime de façon inconditionnelle et entièrement. Donc sur ce postulat de base, il te reste plus que toi accepter cet amour-là, accepter ces compliments-là, ne pas forcément avoir besoin de cette approbation pour t'aimer toi. Voilà, te dire que à partir du moment où tu aimes ton corps, tu seras de fait bien plus capable de lâcher prise puisque tu n'auras pas ce jugement constant de toi au-dessus de ta tête. Genre ah je fais trop de bruit, je fais pas assez de bruit. Ah je suis trop grosse, je suis trop maigre. J'ai trop de forme, j'en ai pas assez. Je suis trop lourde, je suis trop légère, je suis trop... Voilà. À partir du moment où tu te défais de ça, forcément tu seras bien plus capable de lâcher prise. Et enfin la dernière question qui va rester très rhétorique parce que parce qu'on en est bien loin, mais comment abolir la société capitaliste, patriarcale et coloniale? Avec un bon virus qui arrête tout. Non c'est faux parce que du coup le côté colonial raciste de notre société ne s'arrête pas et le côté patriarcal non plus parce que plein de femmes sont confinées dans des espaces violents pour elles. Donc c'est super, on adore. Il faut changer le paradigme de notre société. Et pour changer ce paradigme, hormis les actions collectives que je trouve nécessaires, le changement profond individuel, alors franchement je pense que personne n'a envie d'entendre ça et que je vais tellement perdre d'abonnés en disant ça, mais le plus grand changement il est vibratoire et donc si tu élèves ta vibration, tu élèveras la vibration de ce monde et de fait le patriarcat, le racisme, le colonialisme et le capitalisme ne pourront que basculer et s'effondrer face à la vibration bien plus haute de notre monde.
Voilà, bah c'était super de t'avoir connu. Salut, n'hésite pas à te désabonner. En vrai, cette FAQ est terminée après 40 minutes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es là, franchement, si tu es là encore maintenant, mets en commentaire un compositeur qu'on n'a pas encore fait. Bartók, voilà. Si tu es encore là, écris en commentaire Bartók, s'il te plaît. B-A-R-T-O-K, si tu sais pas comment ça s'écrit. C'est un très chouette compositeur d'ailleurs. Hein. Franchement, très chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'attends en commentaire, like, abonne-toi, etc. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.